Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 46. 46 comme plus 46, l'indicatif téléphonique international pour appeler en Suède. Suède, pays du grand Zlatan Ibrahimovic, buteur à 156 reprises avec le maillot du Paris Saint-Germain. Au sommaire de l'émission ce soir, les forces de sécurité israéliennes ont évacué et détruit le siège de l'UNRWA dans le nord de Jérusalem ce matin. Qu'en pensent les débatteurs du soir? Réponse dans quelques minutes. La guerre d'Algérie, un conflit plus meurtrier que la Shoah. Interview du tac au tac avec Mario Stasi, président de la LICRA, sur une polémique qui agite la grande mosquée de Paris. Rendez-vous ensuite à 21h30 pour un tour de l'info concocté par Laura Amouyal, l'excellente chef d'édition de cette émission. Comme une odeur d'élection législative en Israël. En campagne depuis des mois, Naftali Bennett a taclé la gestion de Benyamin Netanyahou de l'après-guerre à Gaza. Mais l'ami de Mansour Abbas aurait-il fait mieux? Débat en fin d'émission. Julien Assal nous racontera enfin le concert de Laurent Voulzy dans sa carte blanche. C'était hier soir. Allez, je vous présente le casting du soir. Ça se débat, saison 1, épisode 46, en compagnie de Marilyn Smadja. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous? Comment allez-vous Marilyn? Bien, je vais bien. On a terminé un 9e événement de Raison Gardée Israël. Félicitations. Et c'était vraiment passionnant. Un petit mot Marilyn sur l'engouement de la communauté juive française pour les concerts du chanteur israélien Omer Adam. J'imagine que vous avez vu circuler ça sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Toutes les stories étaient pareilles. Tout le monde était au concert d'Omer Adam. Alors j'ai une question, ça se débat, à vous poser. Est-ce que cette communauté juive française a besoin d'une part d'Israël dans sa vie? Tout à fait. Je pense qu'on le voit. D'abord, la communauté, les Juifs vivant en France sont proches d'Israël généralement, mais encore plus depuis le 7 octobre. Et puis en plus, Omer Adam est emblématique et en Israël et en dehors d'Israël. Donc il amène ce côté comme ça d'Israël avec espoir, joie. Donc je comprends tout à fait cet engouement. Il est partout dans les radios, dans les embouteillages, dans les fêtes, dans les mariages. Sa musique est mélangée, donc il accordera la grand-mère avec le cousin et avec le DJ de Tel Aviv, tout passera. Donc ouais, je pense que vraiment il réunit et c'est les bons côtés d'Israël. Voilà, c'est très bien. Et je remercie chaleureusement Noémie Guetta qui m'a envoyé les images que vous avez vues du concert de Omer Adam hier soir à Paris. Marilyn Smadja, en face de vous, on accueille sur ce plateau Dov Maimon. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Ça se débat. Alors, en préparant l'émission, on ne va pas cacher des choses à nos téléspectateurs, vous êtes venu, vous m'avez présenté une pétition que vous avez publiée sur le site change.org intitulée « Appel de chrétiens et de juifs pour une parole de discernement et de paix ». On voit la capture d'écran du site internet pour aller signer cette pétition. Si vous le souhaitez, chers téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots cette pétition? Voilà, en fait, c'est une déclaration, c'est-à-dire que dans l'histoire du dialogue judéo-chrétien, on a Nostra Aetate, après la Deuxième Guerre mondiale, qui reconnaît que les Juifs on ne peut pas être chrétien sans reconnaître nos racines juives. On peut pas aussi, les Juifs sont pas un peuple colon ou étranger à cette terre. Quand en Judée, quand on creuse en Judée, on trouve des pièces écrites en hébreu, pas en palestinien, et que les Juifs sont pas des colons en Judée, etc. Et Meir Rabik, qui est avec nous, pourra en parler plus, etc. Donc, et pourtant, aujourd'hui, avec la compassion qu'on a pour les enfants palestiniens, des dizaines et des centaines de millions de chrétiens dans le monde se disent que peut-être que les Juifs n'auraient peut-être pas de place ici. Donc on a eu deux grandes déclarations qu'on ne cite pas dans cette déclaration-là, mais cette déclaration qui devrait faire date dans l'histoire des rapports entre les chrétiens et qui dit là-bas, ça s'appelle Kairos Palestine, et c'est ce qu'a dit aussi le monseigneur Pizzabella de Jérusalem, qui a été proposé comme pape, qui dit « Le sionisme est un crime pour l'humanité ». Alors là, il faut faire très attention, il fallait donner un autre discours alternatif, et on a fait signer 15 leaders très importants, notamment le père Louis...
Louis-Marie Coudray, que vous connaissez de l'abbaye bénédictine de Abou-Gosh, mais aussi le père Luc de l'abbaye bénédictine de Pierre Quivire en Auvergne, et puis 15 autres personnes du Brésil, de tous les pays, des leaders mondiaux du monde chrétien qui disent le peuple juif est un peuple qui revient sur sa terre, c'est un peuple autochtone, un peuple indigène. Merci beaucoup, Dov Maimon. Et à Paris, je salue Rost. Bonsoir Rost, comment allez-vous ? Bonsoir, écoutez, bon, on fait aller, hein, on se maintient dans le contexte actuel. Rost, vous savez, quand on commence, on se dit bonjour, il y a toujours des petites informations comme ça qui ne seront pas traitées dans le reste de l'émission. Important pour moi, pour nous, de commencer cette émission par un mot sur Ilan Halimi. Regardez cette publication du CRIF sur X. Le 20 janvier 2006 marque l'enlèvement et le début de la séquestration d'Ilan Halimi, 23 ans parce qu'il était juif. 20 ans plus tard, alors que la mémoire d'Ilan Halimi doit être protégée et honorée, elle continue d'être atteinte, comme l'ont montré les récents actes de vandalisme sur son lieu de mémoire. L'antisémitisme reste aujourd'hui encore une menace en France. Rost, 20 ans déjà, Ilan Halimi. Bah écoutez, de toute façon, je vais vous dire un truc. Les gens qui salissent la mémoire des morts, de toute façon, enfin, pour moi, il n'y a pas de mots, hein. Il n'y a pas plus grande lâcheté que ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Voilà, on continue le combat. Nous devons continuer ensemble. Et c'est au nom de ce combat, justement, que nous devons penser avant tout à une chose, c'est qu'il faut qu'on soit toujours juste dans notre façon de faire les choses, hors toute considération religieuse, hors toute considération de couleur ou d'origine. Moi, en tout cas, c'est mon combat et on continuera à le mener. On l'avait mené déjà à l'époque lorsqu'il y avait eu cette affaire-là et on est monté au créneau et on continue de monter au créneau contre le racisme et l'antisémitisme, mais toujours dans la justice. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Rost, pour ces mots. À vos côtés, on retrouve Meir Habib. Bonsoir, Meir. Bonsoir. Pour une fois, je pourrais être d'accord avec Rost, en tout cas sur... Allez-y alors, un mot sur Ilan Halimi, 20 ans depuis son enlèvement. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis quand je vois que le tribunal n'a pas daigné condamner pour antisémitisme des gens qui ont scié l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi, je suis inquiet pour la France. Ça a été le premier crime antisémite en France. C'était un garçon qui travaillait dans un magasin de téléphonie, boulevard Voltaire, mais pour certains, les juifs, c'est l'argent. Donc en kidnappant un juif, on pourrait avoir une rançon. Il est mort comme un chien, il a agonisé comme un chien, ça n'a pas amené des millions de gens dans la rue. Et ça a été le début, hélas, d'une série de crimes, de 12 crimes contre des juifs, parce qu'ils étaient juifs chez nous, en France. Et j'ai une immense tristesse, et les tribunaux ne continuent à ne pas prendre l'importance du phénomène antisémite en France qui gangrène notre pays. C'est triste. Mais Habib, juste, je me permets de nous souvenir aussi de la mémoire de Sébastien Selam, quelques années avant Ilan Halimi. Vous-même, vous aviez fait reconnaître par le président de la République, Emmanuel Macron, le fait que c'était un acte antisémite, et ça avait été une initiative lancée par 24 News avec vous. Absolument. Vous faites très bien, Raphaël, et vraiment, je vais avoir une pensée pour sa maman que j'ai été vue à plusieurs reprises, qui habitait tout près de chez moi, place du Colonel Fabien, et je l'ai vue, elle a habité pendant des années dans cet immeuble où son fils a été, qui était un garçon qui avait un avenir extraordinaire dans la musique, qui a été tué parce qu'il était juif, par un ami à lui, un ami de Ross, c'était mon ami. Et réellement, c'était un combat que j'ai mené à l'Assemblée. J'ai eu, vous savez pas, le soulagement le jour où j'ai eu la lettre du président de la République reconnaissant le caractère antisémite du crime contre Luigi Selam. Ça a été au moins, à défaut de le faire revivre son vivre, mais une bouffée de... Et je veux embrasser sa maman aujourd'hui, qui nous écoute peut-être, et lui dire que la mémoire de son fils aujourd'hui est une bénédiction pour nous tous. Merci. C'était important tout de même de faire ce petit tour pour présenter chacun et des réactions de sujets dont on ne parlera pas dans le reste de l'émission. Voilà. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « La composition du Conseil de paix pour Gaza est-elle hostile à Israël ?» Vous êtes d'accord à 88% avec Simon Moss. Et à la question « Refuser une commission d'enquête étatique après le 7 octobre, est-ce tenable pour le gouvernement ?» Vous êtes d'accord à 79% avec David Benichai.
Place à présent au premier débat de cette émission. Des bulldozers israéliens ont démoli aujourd'hui des bâtiments dans l'enceinte du siège de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Jérusalem. Cette démolition a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question à nos débatteurs du soir. Israël a-t-il raison de démanteler le siège de l'UNRWA à Jérusalem ? Dov Maimon, ici présent à Tel Aviv, a répondu oui et Rost à Paris a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 46, face à face numéro 1, c'est parti. Dov, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Rost, vous enchaînez juste après. Je rappelle juste les règles. Personne ne coupe la parole de la personne qui fait sa minute. Personne. On laisse la personne faire sa minute. Tranquillement. Rost rigole parce qu'il sait que la semaine dernière, il a été coupé par Barbara Lefebvre. Donc, je rappelle les règles. On ne coupe pas la parole pendant le face-à-face. Merci beaucoup. Dov, vous êtes prêts ? Dov, c'est à vous. Bon, il faut expliquer simplement ce qu'est l'UNRWA. Partout dans le monde, quand il y a des réfugiés, l'objectif est clair, les aider à s'intégrer et quitter leur statut de réfugiés. Avec l'UNRWA, c'est l'inverse. En 1949, il y avait 700 000 réfugiés palestiniens, à peu près 2 à 3 millions aussi de réfugiés juifs. Comme nous sommes des Soumans, mes parents, etc., on a été des réfugiés. Mais on n'est pas restés réfugiés. Alors l'UNRWA, par contre, lui en compte aujourd'hui, ils étaient 700 000, ils sont aujourd'hui 6 millions. Donc c'est un problème structurel. On leur a donné 50 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent, beaucoup plus que n'importe quel autre peuple. Et pourtant, c'est de l'argent du contribuable français notamment. Et pourtant, ça ne marche pas. Donc c'est un problème structurel. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système-là, qui ne marche pas, qui n'a pas fait. Pourquoi on en est arrivé là ? C'est que le système de l'UNRWA, c'est un système qui n'existe que pour les Palestiniens. C'est que ce statut de réfugié se transmet de père en fils ad vitam aeternam. Donc voilà ce qui nous arrive, c'est qu'on a un système qui fonctionne pas. Il faut arrêter l'UNRWA le plus vite possible et puis le remplacer par les systèmes humanitaires comme existe dans le monde entier. Merci beaucoup Dov Maimon. Rost, c'est à vous. Alors, si les gens sont enclavés, je ne vois pas comment vous voulez à un moment donné que leur situation change. La situation ne change pas parce qu'ils sont parqués dans ces zones où justement il y a la partie où il y a la colonisation qui continue de sévir, où on empêche les gens de circuler comme ils veulent, et cette organisation est là pour pallier justement à ce manque de liberté. Et donc, lorsque vous parlez justement de la question de on conserve les gens, on ne conserve pas des réfugiés dans un statut pour se faire plaisir. À un moment donné, si leur situation peut évoluer, il faut qu'il y ait les conditions pour que ça soit le cas. Ce n'est pas le cas. L'UNRWA est un organisme qui dérange l'État israélien parce que lorsqu'il y a eu, après le 7 octobre, ils ont dénoncé certaines choses qui se sont passées à partir du moment où ils ont commencé à tuer des Palestiniens. Donc, c'est ça qui dérange le gouvernement actuel. Merci et c'est beaucoup. La raison pour laquelle ils veulent les démanteler. C'est rien d'autre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir respecté les 60 secondes et de ne pas vous être coupé la parole. Meir Habib, vous avez la parole. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Dov Maimon ou avec Rost ? Je suis à votre avis. Quelle question. Mais évidemment, Dov a été parfaitement clair dans ses arguments. Mais l'UNRWA, c'est une des plus grandes carambouilles de l'histoire. Ce sont des terroristes masqués, ce sont des gens qui sont corrompus, ce sont des gens qui ont détourné des millions et des millions de dollars. On s'est rendu compte qu'une partie de leur personnel était des terroristes qui ont tué, ça, c'est vous qui le dites, hein. Mais ça a été factuel. Non, hélas. Non, ça c'est vous qui le dites. C'est et on Israël voit qui bien le dit. aujourd'hui ce qu'on fait avec tous ces milliards. Jamais une association, enfin, comment on appelle ça? L'UNRWA, c'est pas une association, Une ONG. Une agence. Une ONG a été aussi Une agence. Une agence a été aussi subventionnée par des centaines de millions de dollars que l'UNRWA, et on voit le résultat aujourd'hui. Ça a servi à la violence, ça a desservi la cause du peuple palestinien qui aurait pu commencer à établir un État en Jordanie où 80% des habitants sont d'origine palestinienne. Donc vous décrétez qu'eux doivent se déplacer, ils confédération doivent jordanie-palestinienne avec les Palestiniens qui habitent en Judée et Samarie. Voilà, ça a été exactement l'inverse. Et donc, bien évidemment, je suis parfaitement d'accord avec mon ami Dov Maimon. Marilyn Smadja, regardez la réaction du directeur de l'agence auprès de nos confrères du Figaro. Ce qui se déroule ici constitue une attaque sans précédent contre l'UNRWA. Elle constitue une violation grave du droit international, ainsi que des privilèges et immunités
des Nations Unies. Une réaction à ce commentaire? D'abord, je pense vraiment que les Palestiniens modérés qui veulent vraiment la paix méritent bien mieux que l'UNRWA. Si des gens pensent à eux, ils méritent bien mieux qu'une organisation qui a fait toutes ses preuves au 7 octobre, qui est une organisation terroriste. On peut citer par exemple ce professeur de l'UNRWA qui a dit je suis, donc on a enregistré tous les enregistrements du Shin Bet, qui a dit par exemple je suis avec des otages maintenant, des otages femmes, et j'en ai même attrapé une. Donc en fait ils ont fait partie donc du kidnapping, de toutes les horreurs et tout l'argent du contribuable, comme l'a très bien dit Dov, européen, de l'ONU, malheureusement va cette organisation terroriste. Donc si des gens pensent aux Palestiniens, il vaudrait mieux vraiment raser l'UNRWA et leur donner une structure bien plus digne pour eux. Dov Maimon, qui remplacera l'UNRWA? Alors, en vérité, c'est extrêmement simple. Il y a les organisations de l'ONU qui ont réglé le problème dans le monde entier. Rappelez-vous qu'il y avait 12 millions de réfugiés en Allemagne, il y avait les Pakistanais, il y a des dizaines de millions de personnes dans le monde, et les problèmes ont été résolus en quelques années. Parce que tout simplement, on a voulu, tandis que là, le modèle est structurel. C'est un modèle où on encourage, et ceux qui ont voulu créer cette UNRWA, exactement, sont les ennemis d'Israël qui refusent la paix. Et d'ailleurs, j'ai créé 50 groupes de dialogue entre juifs et musulmans. Je peux vous dire qu'il y a des milliers de Palestiniens qui sont pour fermer l'UNRWA, pour pouvoir avancer vers la paix et commencer à créer une organisation qui veut créer un État et pas simplement détruire les Juifs. Rost, une réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon, auquel je voudrais que vous réagissiez. Netanyahou a ordonné la destruction d'une agence de l'ONU. Comprendre la violence du signal, l'ONU n'existe pas à ses yeux comme à ceux de Trump. La paix américaine, dorénavant, consiste à obéir à Trump directement. Netanyahou le paiera cher, car avec le conseil de paix bidon sur Gaza, Trump fait une opération 100% à sa main. Netanyahou, à son tour, va voir ce qu'implique l'absence de recours international. Une réaction, Rost? Il fait sa déclaration, et puis dans l'absolu, sur le fond, il a raison. Je suis désolé. Ça va se retourner les deux contre personnes Netanyahou sur cette terre. À ça, moi, je n'en sais rien, mais enfin bon, toutes les personnes on aurait aimé l'entendre un peu plus toutes les personnes, de toute façon, qui ne respectent pas, qui ne veulent pas, qui n'ont jamais respecté, justement, le droit international. Aujourd'hui, il y a Netanyahou et il y a Trump. Trump a fait même la déclaration en disant clairement que le droit, c'est lui par rapport à sa morale. Vu qu'il n'a pas de morale, donc il n'y a plus de droit de toute façon, il n'en a rien à faire du droit international, comme Netanyahou ne respecte pas, n'a jamais respecté les injonctions de l'ONU, n'a jamais respecté la moindre consigne qui a été donnée par rapport à ça. Donc, oui, il fait sa déclaration, il a raison. C'est la même ONU qui a fait 250 votes contre Israël, 1 contre l'Iran, 0. Non mais attendez, on est dans la place de la République est vide. On tue, on massacre, on viole en Iran. Il y a les mélenchonistes ne sortent même pas dans la rue. Aujourd'hui, ils ont une seule obsession, c'est leur haine d'Israël et leur haine des Juifs. C'est ça la tristralité. L'ONU aujourd'hui a une seule obsession, c'est Israël. Mais comment? Faut arrêter. Allez, on peut condamner 4-5 fois Israël, mais 250 motions contre Israël et combien contre l'Iran? Tant que les colonies continueront. Tant que les colons continueront. Vous avez vu la barbarie des colons là depuis le 7 octobre? Un juif est colon judée. Est-ce que vous avez vu? Non mais vous, ça c'est votre lecture des choses. Vous avez l'habitude de nous répéter la même chose à chaque fois. Un juif peut pas être colon judée. Vous nous répétez la même chose ici. Mais quoi, un Africain peut être colon en Afrique? Non mais un Africain peut être colon en Afrique. Arrêtez ça. C'est une histoire. C'est une histoire que vous vous racontez. Racontez-vous là, mais pas un juif. Messieurs, cet échange, je l'ai déjà vécu. Le droit international, Messieurs, cet échange entre vous, je l'ai déjà vécu il y a quelques années. À l'époque, c'était Benjamin Petrovert qui présentait l'émission. Vous étiez tous les deux en studio à Paris, dans les locaux de BFM, avec Benjamin. C'est ça. Ça n'a pas changé. Moi, j'étais en régie et je me souviens exactement du même échange entre vous. Je pense que quelques années après, on ne vous mettra pas d'accord. Voilà. Merci. Non, mais ça montre surtout que c'est un débat stérile. Non, c'est dommage de débattre comme ça. Je veux dire, parce qu'il faut changer, évoluer, argumenter. Rapidement. Et je pense que c'est dommage si vous constatez ça. C'est vraiment Ainsi s'achève ce premier débat consacré à l'UNRWA. L'écrivain
et militant Gabriel Souleka a tenu des propos minimisant la Shoah lors d'une conférence sur l'histoire de la guerre d'Algérie le 19 novembre 2025 à la Grande Mosquée de Paris. Il a comparé le nombre de victimes de la guerre d'Algérie à celui de la Shoah. Il a affirmé que le conflit algérien aurait fait 1,5 million, je cite, ça dépasse le million de morts de la Shoah dont on nous parle de manière systématique. Pour en parler, nous avons invité Mario Stasi, le président de la LICRA. L'interview du tac au tac, c'est maintenant. Bonsoir Nicolas Stasi, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, première question, il y a eu un communiqué aujourd'hui publié par la Grande Mosquée de Paris. Comment avez-vous réagi en découvrant ce communiqué ? D'abord, j'ai réagi en constatant qu'il est intervenu 2 mois après la diffusion en direct sur la chaîne YouTube de la Grande Mosquée de ces propos qui sont négationnistes. Donc, j'ai réagi en disant que c'était totalement irresponsable. C'était la moindre des choses, quoi qu'on reviendra, si vous voulez, sur l'exégèse de ce communiqué, mais totalement irresponsable, gravement irresponsable d'avoir laissé pendant 2 mois, avec la viralité des réseaux sociaux que nous connaissons, de tels propos inadmissibles diffusés sans aucun démenti, aucun correctif, rien. On laisse dans la nature, à la portée de tous, à l'audition de tous ceux qui disent apprendre beaucoup de choses, de tels propos gravissimes. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une satisfaction, c'est à peu près normal de réagir. Si ce communiqué avait été diffusé le lendemain avec des rectifications immédiates, permet d'ajouter que le communiqué évoque une erreur. Une erreur. On est dans la falsification de l'histoire, on est dans le négationnisme, on est dans des propos erronés qu'on diffuse comme ça sans aucune réaction. Et la première réaction 2 mois plus tard, ou plutôt la deuxième, c'est une erreur. La première, c'est la faute des autres. Mario Stasi, j'ai regardé la vidéo publiée par la mosquée de Paris après cet événement. C'est un résumé de l'événement et des enfants sont interrogés donc par le journaliste de la Grande Mosquée de Paris, celui qui s'occupe de leurs réseaux sociaux, et ils déclarent qu'ils ont appris, donc ces enfants, des choses qu'ils n'apprennent pas à l'école. Comment l'école peut-elle lutter quand des parents amènent des enfants assister à de telles conférences ? D'abord, c'est dramatique. C'est dramatique. Et en plus, ça accable d'autant plus la Grande Mosquée que c'est un résumé. Donc, ça a été visionné auparavant. Je me permets de l'ajouter. Ensuite, ça appelle surtout la responsabilité de tous. La Grande Mosquée, comme toute autre institution, aux côtés de l'école, pour être fidèle à l'histoire, fidèle à la spécificité des crimes. Un génocide, ce n'est pas un crime de guerre. La Shoah, ce n'est pas à être comparé à n'importe quel massacre ou guerre. Donc, je dis que l'école, si elle n'est pas aidée par les institutions de la République ou celles qui se revendiquent de l'esprit républicain, aura évidemment fort à faire. Ça me rappelle, pardon, mais la publication par Hachette d'un livre parascolaire de préparation au bac, où il est fait état pour le 7 octobre du meurtre de 1500 colons juifs. Oui. On est exactement dans la même gravité des propos. Bien sûr. Et je le dis, vous voyez, plus vous m'interviewez, plus je trouve que le terme « erreur » utilisé par la Grande Mosquée 2 mois plus tard est scandaleux. Et il y a toujours ce sous-entendu qu'on parle plus de la Shoah, donc ça c'est les mots de ce conférencier, écrivain, mais également des personnes qui répondent aux questions sur cette vidéo publiée par la Grande Mosquée de Paris, qu'on parle plus de la Shoah que des autres événements historiques, parce que les Juifs contrôlent tout, même les programmes scolaires. Vous n'empêcherez jamais un antisémite convaincu de l'être. En revanche, nous périrons par ceux qui laissent de tels propos se diffuser, par ceux qui sont silencieux, par ceux qui sont ambigus. Et je dis en effet, et je ne regrette absolument pas, la LICRA ne regrette absolument pas d'avoir dénoncé de tels propos, une telle vidéo. Je dis que le silence est meurtrier. Donc voilà, je suis très inquiet de voir qu'une institution comme la Grande Mosquée de Paris se permet de laisser diffuser pendant 2 mois de tels propos, laissant en effet un antisémitisme latent, avec des préjugés insupportables, consciemment ou inconsciemment,
en tout cas en totale irresponsabilité, se diffuser auprès de notre société et auprès des plus jeunes. C'est grave. Merci beaucoup, Mario Stasi, d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Je rappelle que vous êtes le président de la LICRA. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. On se retrouve tout de suite sur i24 News. Israel Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israel Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations! Vous avez un téléphone? Parfait! Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus! Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes, ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. Innovation est de retour sur i24 News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. Innovation, c'est le rendez-vous des idées qui osent et qui fonctionnent. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation Made in Israël. Innovation, tous les mardis sur i24 News. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News.
De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Meher Habib, Rost, Dov Maimon et Marilyn Smadja. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Meher Habib, je commence avec votre information. Un article de nos confrères du JDD. Abba Retailleau. Voilà l'attaque scandée par Rima Hassan ce vendredi soir lors du meeting de campagne d'Ali Diouara à la Courneuve, dans Seine-Saint-Denis. Comme à son habitude, l'eurodéputée insoumise n'a pas hésité à déplorer, entre guillemets, le génocide dans la bande de Gaza, puis à qualifier la France, entre guillemets toujours, d'État raciste, avant de cibler plusieurs personnalités politiques, dont l'ancien ministre de l'Intérieur et patron des Républicains. Meher Habib, on vous écoute. Écoutez, Rima Hassan, ça fait longtemps qu'elle m'insupporte à un niveau où vous ne pouvez même pas imaginer. Elle ne cherche que le buzz, elle ne cherche qu'à ce qu'on la voit à la télé. Son seul fonds de commerce, c'est la haine d'Israël et la haine des Juifs. Ça fait longtemps qu'elle aurait dû être déchue de la possibilité de députée française européenne. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Ouais. Au nom de ces attaques antisémites, au nom de ces mensonges. Elle a été condamnée par quel tribunal ? Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à la rendre. Il y a des dizaines de procès contre elle. Mais moi, c'est marrant qu'une fois, j'ai dit une fois, et d'ailleurs, quand j'ai comparé la population palestinienne qui n'est pas intervenue, hélas, une partie a été un cancer. Aujourd'hui, moi, je suis devant les tribunaux de la République. Mais elle a débordé à 100 reprises. Attaquez-la. Et je dis bravo à Bruno Retailleau, qui a été remarquable. Bravo à Bruno Retailleau. C'est ça que je retiens dans cette histoire-là. Et je ne voudrais pas lui faire plus de pub qu'elle n'en mérite. Elle ne mérite tout simplement pas. Merci. Toutes les personnes qui condamnent la politique israélienne, elles sont antisémites. Non, on a le droit c'est un problème. D'accord. Non, c'est un vrai problème. Elle est une antisémite. Moi, je ne pense pas. Mais après, voilà. Encore une fois, il faut que c'est à la justice de décider. Si vous trouvez qu'elle a des propos antisémites et qu'elle est antisémite, il faut porter plainte et que la justice fasse son boulot. La justice, il y a un gars qui m'a traité à 4 reprises de cochon. Ouais, enfin bon, on va pas revenir sur mon cas personnel parce que je peux vous dire que c'était. Je vais dire, on a fait évidemment fait après. Traiter quelqu'un de cochon, c'est pas être antisémite. D'accord. C'est vous qui le reliez à votre histoire. C'est la plus vieille insulte antisémite du monde. Je suis désolé, j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. D'accord, allez. C'est vous qui l'avez attaqué en premier. Il vous a répondu sur le du tac au tac. J'ai demandé à la salle des 4 colonnes comment donner une fois. Messieurs, faut qu'on avance. Allez. Faut qu'on avance. Marilyn Smadja, votre information, on revient en Israël. Le tribunal de première instance de Jérusalem a prolongé aujourd'hui de 3 jours la détention de la directrice et de l'employé de la crèche arrêtés la veille suite au décès de 2 nourrissons dans l'établissement où elles travaillaient. Parallèlement à l'audience, des centaines de Haredim ont manifesté à Jérusalem pour protester contre le projet d'autopsie des corps des bébés décédés. Finalement, la Haute Cour de justice a bloqué les autopsies sur les 2 nourrissons. Alors, Marilyn, c'est un sujet qui est très sensible. Je vous avoue qu'hier, j'ai décidé de ne pas en parler dans cette émission parce que c'était seulement quelques heures après la mort de 2 bébés et qu'on n'allait pas faire de polémique sur ça. Alors, je ne vais pas vous poser une question pour créer la polémique. Juste une question sur le rapport de l'État d'Israël aux enfants. D'ailleurs, on en parlait il y a quelques temps lorsque Dov Maimon était notre invité. On parlait de démographie, on parlait de ça avec Dov Maimon. Parlons du prix des crèches. C'est un frein à la parentalité et ça provoque des drames comme celui de Jérusalem parce que les crèches non homologuées, ça n'existe pas seulement dans les quartiers orthodoxes. Ça existe partout. Des parents qui laissent leurs enfants dans des appartements parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des crèches et qu'ils doivent aller travailler. Qu'est-ce qu'on fait, Marilyn Smadja, dans ce pays ? Déjà, je vais vous parler parce que je suis chef de département de la petite enfance. C'est mon métier. Et donc, j'ai une responsabilité sur les enfants de 0 à 7 ans. J'enseigne donc dans le domaine universitaire et nous formons dans la maîtrise justement des étudiants, principalement des étudiantes de tout le pays, donc qu'elles soient charidites, ultra-orthodoxes, arabes, religieuses, laïques, elles viennent vraiment de tout le pays. Je pense que vous vous basez déjà sur des données qui sont fausses, Raphaël. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qu'on appelle les mishpartonim, donc les petites crèches dans les maisons, très souvent, justement, il faut payer très, très cher.
Je veux dire, c'est pas une question de manque de moyens. Là, ce qu'on est en train de parler, le grave problème d'hier, c'est les crèches piratées. Et il y en a à peu près entre 1000 et 1500 en Israël. Depuis le mois d'août, le ministère en a trouvé 470. Et pourquoi les parents mettent leurs enfants dans ces crèches-là? Pourquoi? C'est une question de budget. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas tous les milieux. Je veux dire, évidemment, c'est dans tout Israël, mais il y a le milieu ultra-orthodoxe a beaucoup plus tendance, et pour des raisons aussi religieuses et culturelles, parce que pour eux, la crèche, c'est la continuité de la maison. Ce qu'ils veulent, c'est moins important pour eux les conditions, même insalubres des fois. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait la même mentalité, la même éducation. Et il faut vraiment, pour pouvoir aider, il faut vraiment les comprendre. Moi, je connais bien le milieu Haredi. J'ai des amis déjà dans ce milieu-là, et je connais aussi mes étudiantes. Et c'est un sujet on parle très souvent. Il y a des solutions. Et une des solutions que vraiment, là, j'appelle le gouvernement, parce que en fait, c'est vraiment un problème institutionnel. Il faut absolument faire une loi pour qu'il n'y ait plus une seule crèche piratée. Il faut absolument qu'il y ait Il faut passer pour une loi pour ça? Il faut passer par une loi? Oui, il faut absolument passer par une loi. Parce que déjà, il y a une loi qu'on appelle de l'inspection, et qui est récente d'ailleurs. Je l'ai fait avancer cette loi avec la ministre Yifat Shacha Bitton. Elle a fait avancer 2 lois ensemble. Enfin, dans le cas, j'ai collaboré. C'est la loi des caméras. Et malheureusement, les caméras, c'est pas dans tous les endroits, et certainement pas dans les endroits piratés, puisque ces endroits piratés, généralement, on les connaît pas. Il faut vraiment les dépister. Et le problème aussi dans les milieux qui sont en autarcie, et je dis pas ça par jugement de valeur, hein, je fais juste des constats, parce qu'on parle maintenant que quand il n'y a pas d'inspection et qu'il n'y a pas de contrôle, il y a mort d'enfants. Il faut le comprendre. Et il y a maltraitance, il y a une négligence grave. Et donc, on a fait avancer ces 2 lois et qui marchent maintenant. Il faut absolument qu'on commence dès l'âge de 0 ans, et pas seulement quand c'est des cadres à plus de 7 enfants, etc. Donc, il faut absolument mettre des budgets. Et les budgets, et ça je veux le dire aussi, les budgets depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, donc pour l'éducation, ont chuté de 75%. Qu'est-ce qu'on peut faire sans budget? Donc il faut vraiment que le gouvernement se réveille après ce qui s'est passé hier. Dov Maimon. Écoutez, on peut y aller par le judiciaire et le contrôle, mais il faut vraiment, en vérité, il faut vraiment y aller au niveau des prix, évidemment. C'est extrêmement cher, c'est extrêmement insupportable, et donc les gens vont trouver des solutions qui ne sont pas des solutions comme il faut. Et Benjamin Netanyahou, dans sa campagne de 2022, avait dit on fera l'éducation gratuite depuis l'âge de 0. Et on va aussi diminuer le prix de l'immobilier, de campagne, etc. Dans un signe de campagne. Il faut maintenant, après chaque guerre, dans le monde entier, après la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, en Europe, partout, après chaque guerre, il est impossible qu'on ne fasse pas des mesures sociales. Il est temps de diminuer le coût de la vie. Et un des points de diminuer le coût de la vie, évidemment, c'est de faire ces crèches. Évidemment, une fois qu'elles sont gratuites ou qu'elles seront à un prix accessible, les gens n'iront plus dans les systèmes piratés parce que ça sera plus rentable. Donc il faut prendre, ça doit se passer au niveau de l'institution, et ça doit être une décision qui doit être dans la campagne de tous les partis politiques. Merci à tous les deux. Rost, votre information, on va parler diplomatie, cette fois un article de nos confrères de BFM TV. Emmanuel Macron affirme que les États-Unis cherchent à affaiblir l'Europe. Le président de la République a accusé Washington de chercher à affaiblir l'Europe après la menace de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane contre tout pays soutenant le Groenland contre les prédations américaines. Le président français a notamment dénoncé une accumulation de droits de douane inacceptable. Un commentaire sur le fond et pas sur les lunettes. Je pense que vous avez capté. Mais non, mais évidemment, mais je trouve que l'Europe est d'une lâcheté, d'une mollesse, mais absolue. Je suis désolé. Ce mec est arrivé, il est en train de détruire le monde. Il est en train de détruire la morale. Il est en train de détruire le droit. Il a été kidnappé un président. Il a détruit toutes les institutions qui régulaient à peu près le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a mis en place des milices pour faire la chasse et faire des rafles dans les écoles, dans les magasins.
ça rappelle des heures sombres de l'histoire. Jusqu'à ce qu'ils tuent même des concitoyens, leurs propres concitoyens américains. Cet homme-là, c'est celui qui gouverne la première puissance mondiale aujourd'hui. Enfin, quoique, c'est même pas la première puissance, c'est justement pour ça qu'ils sont aux abois et qu'ils veulent reprendre leur place, puisque la Chine leur est passée devant depuis bien longtemps, si on prend les choses de façon factuelle. Bref. La grande démocratie. La grande démocratie. L'Europe, aujourd'hui, on a des Européens qui sont lâches. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait utiliser exactement les mêmes armes que Trump. C'est-à-dire que l'Europe détient 8 000 milliards de dollars de la dette américaine. Si elle revend ne serait-ce qu'une petite partie de ça, on fait chuter le dollar et l'économie américaine. Ils pourraient le faire. Pourquoi ne le font-ils pas ? Parce que ce sont des lâches. À un moment donné, quand quelqu'un menace en permanence et fait des crises, il faut lui répondre à la hauteur de ces menaces. C'est aussi simple que ça. Meilleur sur ce sujet. Sur ce sujet, je vais vous dire quelque chose. Et je suis évidemment contre les mesures de Donald Trump de taxer 200% les vins français, etc. Je pense que c'est excessif. Par contre, je connais bien le Groenland parce que j'ai passé 10 jours de ma vie à l'époque sur une mission sur l'Antarctique et j'étais avec un autre député. On a passé près de 10 jours là-bas. L'Antarctique et le Groenland en particulier est en train de tomber entre les mains de la Chine et de la Russie. Vous savez, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes d'accord avec l'annexion ? Il est important. Je préfère 100 fois. Mais attendez, je vous ai laissé parler. Non, mais je vous pose une question. Je veux juste savoir si vous êtes d'accord avec l'annexion. Je préfère 100 fois que le Groenland soit entre les mains d'un ami, d'un allié. Mais c'est plus nos amis, ça fait démocratie que des Russes ou des Chinois. Il n'y a pas photo à l'arrivée. Je vais vous dire quelque chose. Bientôt, il sera trop tard. Et si on peut trouver une solution pour que la sécurité, tout en maintenant une sorte d'autonomie du Groenland, soit entre les mains des États-Unis, ça serait beaucoup plus rassuré. Mais c'est mon avis. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Vous êtes pro-colonisation. Mais non, maintenant, je vais vous dire. L'Europe a réagi. Vous aimez ça. La France va envoyer 15 soldats. Je crois qu'il y a des pays qui vont envoyer un soldat. On a envoyé 28. On est ridicule. C'est symbolique. Le Groenland Messieurs, et l'Antarctique, c'est symbolique. C'est une importance majeure pour l'avenir du monde. Et je préfère 100 fois que ce soit les États-Unis que la Chine ou que la Russie. Merci. Dov Maïmon voulait réagir à ce sujet. Dov Maïmon, j'ai publié 2 articles cette semaine sur ce sujet du Groenland en expliquant pourquoi l'Europe fait comment l'Europe se comporte et peut-être que l'Europe pourrait se comporter autrement. Donc il est évident que l'Europe n'a pas la même position et comme Meir Habib l'a dit clairement, il est préférable certainement, même pour l'Europe, que ce soit une domination américaine qu'une domination russe ou chinoise. Il est important que l'Europe n'est pas capable d'avoir une politique, elle est en infériorité militaire, infériorité énergétique, infériorité technologique. En vérité, Donald Trump est en train de mettre le droit à l'endroit. Le droit international à l'endroit, il est possible qu'il y ait eu des usurpations dans le monde entier et que ce que c'est en train de faire, et je dis simplement en toute connaissance de cause, en tant que spécialiste du droit international, qu'il est possible que le droit international ait été usurpé dans différents conflits dans le monde. Il est possible que Donald Trump ait peut-être, et dans une certaine mesure, aussi en parallèle de ce que fait Benjamin Netanyahu ici, en créer des nouvelles normes éthique internationale pour combattre toutes sortes de choses qui n'étaient pas dans l'ordre et qu'on va remettre dans l'ordre. Il est possible que ce sera peut-être la meilleure solution et que c'est ce qui pourrait servir l'Europe si l'Europe est intelligente. Merci beaucoup. Merci. Ça c'est sûr. Dov Maïmon, vous aviez la parole. Vous la gardez pour votre information du Tour de l'Info. Un article de nos confrères de la chaîne 14 en Israël. À l'approche des élections, la coalition soutient un nouveau projet de loi du parti Otzma Yehudit, le parti d'Itamar Ben-Gvir, visant à qualifier les frères musulmans et la branche sud du mouvement islamique d'organisation terroriste. Ce projet de loi prévoit également un amendement à la loi sur les partis politiques autorisant le registre des partis politiques à radier un parti s'il est reconnu coupable de soutenir explicitement ou implicitement une lutte armée contre l'État d'Israël. Je vous pose la question directement, est-ce qu'il faut interdire le parti Ra'am ? Alors, les frères musulmans sont interdits en Arabie Saoudite, ils sont interdits en Égypte, ils sont interdits en Jordanie, ils sont aussi interdits en Autriche, ils sont interdits aussi en Russie.
Et c'est pas pour rien, parce qu'on sait très bien que derrière ça, c'est le Hamas, c'est des gens qui sont les ennemis de la démocratie et qui font de l'entrisme et qui vont essayer de détruire la République, que ce soit partout dans le monde. Donc maintenant, est-ce que, au niveau, par contre, du moins implicite, là, c'est là que vous me faites très très peur, parce que il faut avoir des critères extrêmement clairs qu'on veut interdire un parti. Il faut donner de la place aussi. Il faut que les électeurs arabes en Israël puissent s'exprimer et ils ont des choses à dire. Il faut que leurs intérêts soient justement défendus. Et ça, évidemment, pas forcément par les frères musulmans, mais peut-être que Raham, on voit dans certaines mesures, Raham a été encore plus pragmatique que les autres. Donc peut-être, mais il faudra faire attention. Bon, je ne pense pas que ça va passer. Ram a dit clairement et plusieurs fois qu'il se détachait complètement des frères musulmans. Ils ont reconnu l'État d'Israël comme État juif. Et donc il faut les croire. Et donc effectivement, je pense qu'on peut donner du crédit. Et je suis tout à fait d'accord avec Dov que les Arabes israéliens sont 20% de la population et doivent avoir une représentation. Et il vaut mieux qu'elle soit pragmatique et modérée plutôt qu'extrémiste. On parle de politique israélienne dans ce tour de l'info. On reste en politique israélienne pour le second débat de cette émission. Naftali Bennett a déclaré que la Turquie et le Qatar, principaux détracteurs d'Israël et partisans du Hamas, étaient introduits à Gaza via le Conseil de paix dirigé par les États-Unis et a fustigé le gouvernement de Benyamin Netanyahou pour l'avoir permis. Cette attaque de Naftali Bennett contre Benyamin Netanyahou a inspiré cette question à l'équipe de Ça se débat. Naftali Bennett aurait-il mieux géré l'après-guerre à Gaza que Benyamin Netanyahou, parce que c'est ce qu'il semble dire. Marilyn Smadja a répondu oui et Meir Habib a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 46, face à face, numéro 2. Allez, c'est parti. Vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Meir, vous connaissez bien le principe, vous enchaînez juste après. On ne se coupe pas la parole pendant les face-à-face. Tout le monde est prêt ? Parfait pour moi. Marilyn, c'est à vous. Très bien. Alors d'abord, je représente le collectif Raison Garder Israël de droite, de centre et de gauche. Donc je ne vais pas prendre une position partisane, ni pour Bennett, ni pour Netanyahou, ni pour qui que ce soit, pour aucun parti en tout cas. La question qui est posée, c'est l'après-guerre. On parle vraiment de maintenant, depuis le cessez-le-feu. Et depuis le cessez-le-feu, s'il y avait eu un gouvernement actuellement d'union nationale, sans les extrémistes, et probablement aussi sans M. Netanyahou qui divise entre bibistes et non-bibistes, je pense que nous aurions déjà un premier effet très important. C'est une commission d'enquête nationale qui dirait en fait, qui pourrait nous dire enfin la vérité par rapport, donc sans pression politique, de savoir par exemple quels ont été les liens avec le Qatar, les décisions politiques qui ont été prises avant, pourquoi le Hamas a été renforcé, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point très important, c'est de dire qu'il faut absolument faire aussi un changement. On est en démocratie. Meir Habib, c'est à vous. Et après, elle dit qu'elle ne prend pas position. Non, je ne crois pas. On va juste rappeler que Naftali Bennett a été 2 fois aux élections. Encore une fois, vous perdez votre temps. On démarre à 0, on met le compteur à 0. Stop. Attendez. En régie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut remettre le compteur de Meir Habib à 0 ? Je l'ai parfaitement dit. Est-ce qu'on peut me dire si on peut remettre le compteur de Meir Habib à 0 ? Je prends position. Attendez, une seconde, Meir Habib, on va le faire. On va essayer. On va le faire. On peut pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, vous inquiétez, moi, je mets sur mon téléphone. Attendez. Je mets sur mon téléphone un chrono, et dès que c'est fini, faites-moi confiance, Meir, j'utilise le buzzer. OK ? Pas de souci. Allez-y, Meir, 60 secondes, c'est à vous. Non, mais honnêtement, si vous me permettez, Raphaël, c'est pas une bonne question. Bennett a été 2 fois, je connais bien Naftali Bennett, je l'ai fait rentrer en politique à la demande en 2008, quand je l'ai vu pour la première fois dans les chiffres politiques israéliens au Hilton pendant 2 heures de temps. Il voulait rentrer chez Netanyahou, il ne parlait que Netanyahou. Il a été 2 fois aux élections, une fois il n'a pas passé le seuil d'éligibilité, une fois il a fait 6 mandats. Il a juré qu'il ne s'allierait pas avec l'extrême gauche, avec les partis arabes antisionistes. Il a signé devant des millions d'Israéliens, il a fait exactement l'inverse. Netanyahou a détruit le Hamas, a détruit le Hezbollah,
a relevé l'économie israélienne qui est une des meilleures au monde, a détruit l'Iran, a détruit les Houthis, a fait un mur de sécurité, a fait en train d'extraire du gaz, des milliards de dollars de gaz, etc., etc. Il ne joue pas tout simplement dans la même catégorie. Je crois que les Israéliens l'ont compris. Il a été élu à 6 reprises. Il sera sans doute, Bezrat Hashem, élu une 7 reprises pour le bien d'Israël. Croyez-moi que lui aurait peut-être besoin de se reposer parce qu'il a aujourd'hui 76 ans, mais les Israéliens le veulent. Voilà, hop, j'ai pas menti, 60 secondes. Comme ça. Dov Maimon, je vous demande pas si vous êtes d'accord avec Marilyn ou avec Meyer. Je vous demande tout simplement une chose. C'est facile d'être dans la peau de l'opposant parce que critiquer le comportement de Netanyahou face à Donald Trump, on peut le faire. Mais Naftali Bennett face à Netanyahou, qu'aurait-il fait de mieux? Voilà. En fait, la question que chacun doit se demander, il faut savoir qu'on a beaucoup de scénarios sur la table. On peut avoir une attaque de l'Égypte, on peut avoir une attaque de la Turquie, on peut avoir une attaque de l'Iran. Et je crois que, je parle moi aussi d'une manière non partisane, sachez que je me sentirais plus à l'aise avec Netanyahou commande. On ne s'agit pas ici de savoir qui est-ce qui est moral. Bennett, c'est un peu comme Macron en 2017, c'est quelqu'un qui n'a rien à se reprocher ou pas grand-chose. Mais par contre, au niveau de qui est capable, qui a les compétences pour gérer en cas de conflit armé avec ces 3 grandes puissances qu'on voit autour de nous régionales, eh bien évidemment, on se sentirait plus à l'aise avec Netanyahou. C'est simplement ce que je peux dire. Rost, regardez cette publication sur X de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett dont nous débattons ce soir. Erdogan et le Qatar, ce pays abject, les plus grands ennemis d'Israël et les plus fervents alliés du Hamas, sont accueillis à bras ouverts pour diriger Gaza. Quel terrible échec diplomatique du gouvernement Netanyahou, Ben Gvir, Smotrich. Nous y remédierons bientôt. Alors, je vous pose la question, Ross. Comment Naftali Bennett va-t-il y remédier? Alors, quand j'entends en fait ce qui se passe là, alors évidemment, je partage ce qu'a dit Marilyn à 1000%. Mais je me dis que Netanyahou a gagné son pari de faire peur en permanence, de continuer de brandir des menaces aux Israéliens pour continuer à rester en place et ne pas rendre compte à la justice, etc. etc. Quant à la déclaration, je vais vous dire une chose. Vous pouvez faire toutes les guerres que vous voulez, c'est une chose. Mais à un moment donné, si vous ne prévoyez pas l'après, c'est-à-dire la diplomatie, relancer des discussions avec les uns les autres, préparer la paix, si on ne relance pas ça, de toute façon, on peut se raconter. Qui est-ce qui a signé les accords d'Abraham? Qui a signé les accords d'Abraham? Si c'est possible de ne pas monopoliser dans votre débat à Paris, ça serait bien de ne pas monopoliser tout le temps. Moi, j'ai quand même des points. Le mot de la fin. Vous avez parlé plus que tout le monde ce soir, madame. Je suis désolée. Marilyn, le mot de la fin. Le mot de la fin. Marilyn, vous avez parlé pendant un quart d'heure tout à l'heure, on ne vous a pas coupé. Exactement. Vous avez parlé plus que tout le monde sur ce plateau, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Allez-y, en une minute, il faut conclure. En une minute. Okay. Déjà, c'est évident, je reconnais aussi que pendant ces 2 ans, Netanyahou a bien mené la guerre, donc je rejoins Dov dans ce qu'il a dit. Mais par contre, il faudrait savoir aussi comment il nous a amenés au 7 octobre. Et tant qu'on ne fait pas une commission d'enquête, tant qu'on ne sait pas justement pourquoi justement il a fait passer l'argent du Qatar, par le Qatar au Hamas, pourquoi il a pris des choix. Il faut absolument savoir tout ça. Et ça, c'est la première chose. Et je rejoins Rost ce soir pour dire aussi qu'on a un Premier ministre qui, et avant le 7 octobre et jusqu'à aujourd'hui, ne nous propose aucune alternative politique. Et donc, nous sommes tout le temps dépendants. Vous allez voter contre lui, on va voir comment décider les Israéliens, il n'y a pas de souci. Qui n'est pas de manière indéfectible en soutien en Israël. On le voit très bien avec la composition du Conseil de paix, où il fait rentrer le Qatar et la Turquie, alors que le Qatar et la Turquie sont nos ennemis. Donc, Netanyahou a dit non, et c'est le seul qui peut dire non. On ne peut pas compter tout le temps et de dépendre totalement. On va remettre les choses à leur place. Je suis désolé. Netanyahou. Il faut qu'on avance. C'est fini. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, un petit mot pour Ross. Vous avez remarqué que Marilyn a été plus cool avec vous ce soir qu'il y a 2 semaines. Parce qu'il y a 2 semaines, vous étiez très rude avec notre ami Ross. Ça, c'est clair. Ah oui, elle était remontée. Merci à tous pour ce débat. C'est l'heure de la carte blanche de Julien Assal. Et oui, bonsoir Raphaël, bonsoir tout le monde. Avant de commencer, même si elle n'est pas sur le plateau, je souhaite un joyeux anniversaire à ma BFF Rachel Bourlier. Bon anniversaire Rachel. Et quand on se verra, je vous offrirai soit ses lunettes,
soit celle-là. Et oui, Raphaël, quand j'ai vu Emmanuel Macron à la télé avec ses lunettes de soleil aujourd'hui, ça m'a donné envie aussi. Je me suis fait plaisir. Et là, je l'aimais car j'ai un bouton sur le cil. Voilà. Et de toute façon, il n'y a pas que Macron qui peut faire la star. Bon. D'ailleurs, en voyant Manu en Ray-Ban à la télé, j'ai cru que c'était une IA. Mais en fait, non, c'est bien réel. Et en vrai, je le comprends. Voilà. Dans sa tête, il est déjà en vacances et il veut nous le faire comprendre. Bon, après, je dis ça, mais ça fait déjà 8 ans qu'il est en congé. Et bon, du coup, en mettant ses Ray-Ban, il nous fait comprendre que ça y est, finito pipo, faut plus rien attendre de sa part. Il a tout donné, comme dirait Gims. Bon, on n'a jamais rien reçu, mais c'est pas grave. En tout cas, il a bien reçu ses Ray-Ban et ses lunettes. Soit il les a mises pour cette raison, soit parce que Brigitte lui a remis une claque, soit parce qu'il va au concert d'Omer Adam, il veut passer incognito. Voilà. D'ailleurs, Macron, fan du 49.3, il aurait eu un vrai budget pour la France en revenant les billets d'Omer Adam. Et sinon, j'ai compté hier le nombre de stories Insta que j'ai vu du concert. 212. J'ai vu 212 fois les mêmes stories. Et je suis soulagé de pas y aller ce soir. Et j'espère qu'il y aura autant de stories pour la victoire du Sporting contre le PSG, Raphaël. Allez, à demain. Ainsi s'achève cette émission. Merci Marilyn, merci Dov, merci Meyer et merci à Rost. Bonne soirée à tous sur i24 News. Restez avec nous.